Deuxième partie. Nous étions à ces deux équations-là. Donc j'avais expliqué rapidement la première je vous avais pas encore expliqué la deuxième. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit graphique plus clair pour voir ça. Donc je réexplique la première. On a x, une variable aléatoire qui suit une loi normale 0, 1, donc de densité cette courbe-là, centrée en 0, et on veut calculer, enfin, on regarde la formule p de x inférieur ou égal à moins a égale p de x supérieur ou égal à a. P de x inférieur à moins a, c'est une intégrale, d'accord. P de x supérieur ou égal à a, c'est une intégrale. C'est l'air sous la courbe à un certain endroit. Donc a, c'est un réel positif. C'est-à-dire, on peut le mettre ici, par exemple. Ça, c'est 0, là, sur l'axe d'abscisse, et ici, c'est a. Donc moins a, il se trouve ici. Probabilité que x inférieur ou égal à moins a, ça veut dire que x, plus petit que moins a, c'est de moins a à moins l'infini, ou de moins l'infini jusqu'à moins a. Donc, p de x inférieur ou égal à moins a, c'est l'air sous la courbe jusqu'à moins a. Donc, ce morceau-là. D'accord? Le morceau en blanc tout à gauche. J'ai dit dans l'autre vidéo qu'il était grand parce que ça va jusqu'à moins l'infini, là. Mais il n'y en a pas beaucoup. P de x supérieur ou égal à a, c'est entre a et plus l'infini, c'est donc à partir d'ici, et ça va jusqu'à plus l'infini. Donc, tout ce morceau-là, jusqu'à plus l'infini. Bon, on voit bien que les domaines sont exactement de la même taille, sont symétriques. L'aire de ce morceau blanc à droite, c'est la même chose que l'aire de ce morceau blanc à gauche. Cette proba, c'est l'aire du morceau blanc à gauche, celle-là, c'est l'aire du morceau blanc à droite. Donc cette formule-là, elle est assez claire. Maintenant, je vais vous expliquer les deux autres formules. Je les ai mis en 2 points pour vous montrer le calcul qu'on fait en réalité. Donc, P de x compris entre moins a et a. Entre moins a et a, ça correspond bien à ces deux aires hachurées là, les deux morceaux, les deux portes. D'accord? Donc, ce que je vais dire, c'est que les deux portes, c'est 2 fois la porte de droite. D'accord? Celle-ci. Donc, la porte de droite, c'est quoi? C'est la probabilité entre 0 et A. Donc, ce qu'on dit, c'est que la probabilité entre 0 et A, c'est comme si c'était la probabilité de tout ce morceau-là, moins la demi-cloche. C'est-à-dire le morceau, la porte de droite serait comme si je partais de moins l'infini et je vais jusqu'à A, et j'enlève ce morceau-là. Mais ce morceau-là, la demi-cloche, on sait bien combien ça vaut 0,5. Ici. D'accord? Donc finalement, je prends tout de moins l'infini jusqu'à A, j'enlève la demi-cloche jusqu'à 0, et ce qui me reste, c'est bien la porte de droite. Et maintenant, je fais x2, et faire x2, ça donne bien les deux portes. Et quand je développe, ça fait 2 p de x inférieur ou égal à a moins 1. Dernière formule. J'allais dire deuxième formule ou troisième formule. Toujours la même probabilité, mais cette fois-ci, je ne vais pas regarder la porte de droite, je vais regarder la porte de gauche. Donc la porte de gauche, ce que je vais dire, c'est que c'est comme si je prenais tout de moins l'infini jusqu'à 0, p de x inférieur ou égal à 0, et que j'enlevais la probabilité que x soit plus petit que moins a. Je rappelle que ici c'est moins a, ici c'est a, ici c'est moins a. Donc, je redis, la porte de gauche, c'est comme si je prenais la demi-cloche, d'accord, moins ce morceau en blanc. Le morceau en blanc, c'est p de x inférieur ou égal à moins a, c'est ce qu'on a vu. Donc ça me donne cette formule-là. La demi-cloche, moins ce qui est en blanc, il me reste
la porte de gauche. Et maintenant, quand je développe tout ça, 2 fois 0,5 ça fait 1, et ici 2 fois la proba, ça fait 2 fois la proba. Donc voilà pour ce morceau-là. Ensuite, je passe au théorème suivant. Le théorème suivant, c'est un théorème assez essentiel pour déterminer une sous-population. Donc je vais expliquer en détail ce que ça veut dire. Mais déjà, on va lire le théorème. Soit x, une variable aléatoire, qui suit une loi normale n01. Pour tout réel alpha, il existe un unique réel positif u alpha, tel que probabilité que x soit compris entre moins u alpha et u alpha est égale à 1 moins alpha. Bon, même sans rien comprendre, déjà, la formulation du théorème, ça peut indiquer quel type de preuve ça va nécessiter. Pour tout réel alpha, il existe un unique réel positif u alpha. Ça doit vous faire penser à quelque chose normalement. Le théorème des valeurs intermédiaires. Le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ce qui se passe, c'est que d'habitude, on vous demande de calculer des probabilités. Là, on se donne un alpha. Quelqu'un donne une valeur, je demande à la classe au hasard, une valeur de alpha entre 0 et 1. D'accord? Et je dis, j'aimerais connaître un u alpha, donc une certaine valeur, telle que si x est coincé entre moins u alpha et u alpha, la probabilité que x soit coincé entre u alpha et moins u alpha, c'est égal à 1 moins alpha. Autrement dit, je connais la valeur de la proba, et je cherche l'endroit où se trouve x. Bon, ça fait clairement penser à un calcul d'antécédent. De nouveau, ça ressemble au théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires, on vous dit, pour tout cas, il existe une unique solution à f de x égale k, compris entre nanani nanana. Si vous êtes plus sûr, vous pouvez aller relire le théorème des valeurs intermédiaires, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, et vous allez voir que c'est le même théorème. Et bonne nouvelle, le théorème des valeurs intermédiaires, quelque part, maintenant vous le maîtrisez, vous savez l'utiliser, et il n'y a pas vraiment besoin de comprendre en détail la preuve, d'accord? Donc ici, ça va être un ROC, donc on va essayer de comprendre un peu mieux la preuve, mais dans le cas concret, dans l'utilisation, ça ressemblera énormément à comment on utilise le théorème des valeurs intermédiaires, sauf qu'on aura moins à justifier. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est la manière dont on trouve le u alpha. Dans le théorème des valeurs intermédiaires, vous vous rappelez, on cherche à résoudre l'équation et on trouve une valeur arrondie. D'accord? Là, ce sera pareil, on devra trouver une valeur arrondie pour u alpha. Ok, donc, le ROC en lui-même, c'est sous forme... celui-là, il est sous forme de question, comme certains autres ROC qu'on avait fait. Je sais pas trop s'il y a des questions là-dessus, vous me le direz. Je vais pas le détailler, je pense. Mais juste on regarde à la question 5. On a h qui est continue, strictement croissante. Et donc on utilise le théorème des valeurs intermédiaires pour obtenir notre résultat. Voilà. Ensuite, donc ce théorème-là, il va être directement utilisé dans la calculatrice. Nous, ce qu'on faisait d'habitude pour le corollaire théorème de valeur intermédiaire, on rentre la valeur de la fonction f, on cherche à la calculatrice en zoomant 0,1, 0,01, etc. Et ici, la calculatrice va directement donner la valeur du u alpha. Vous n'allez pas avoir besoin de le faire à tâtons. Soit la calculatrice le donne, soit il y aura quelque chose dans l'énoncé qui soit un tableau, soit quelque chose qui sera très clair pour que vous connaissiez cette valeur-là.
Donc, voilà pour ce théorème. Je réexpliquerai plus en détail sur les exercices. Il est vraiment assez naturel à appliquer, d'accord? En dehors du fait que ce soit un roc. Formule. Donc, la loi normale 0,1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son espérance vaut 0, que sa variance vaut 1, et que son écart type vaut 1. D'accord? Donc, ça signifie que quand on a donné la formule de f, ici, à cet endroit-là, on savait à l'avance, si vous voulez, que la variance ferait 1, que l'écart type ferait 1, et que l'espérance ferait 0. Donc, regardons ça. C'est du calcul d'intégrale. Donc, le problème, c'est que l'espérance, la variance, etc., faut intégrer sur tout le domaine. Donc ici, normalement, il faudrait qu'il y ait un plus infini. D'accord? Même un moins l'infini et un plus l'infini. Sauf qu'on ne l'utilise pas comme ça avec les intégrales cette année. Donc, pour l'instant, je ne vais pas mettre plus l'infini, je vais mettre y et je vais faire mon calcul. Le calcul, c'est un calcul d'intégrale assez classique. Il faut reconnaître la primitive. Elle n'est pas trop dure à reconnaître. Et après, on fait tendre y vers plus l'infini et on trouve la valeur. Donc, je pense que c'est bon pour cette partie-là et j'expliquerai le paragraphe suivant dans une autre partie.